Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. 54 heures sont dédiées à l'orientation au lycée. Pourtant, les élèves se retrouvent souvent dans la même galère, mal conseillés ou pas assez bien renseignés. Comment repenser l'orientation scolaire et professionnelle? C'est le sujet de notre question du jour. Laissez-vous surprendre par l'ethnologie. C'est ce que propose l'exposition où l'on vous emmène en seconde partie d'émission. Ce sera au Quai Branly, à la rencontre de jeunes ethnologues, anthropologues, artistes et chercheurs passionnés de cette discipline. Enfin, vous retrouverez Malika Ménard dans Souvenir d'écolier et cette semaine, son invité est l'humoriste Younes Depardieu. Mais avant cela, place à l'actualité du jour avec Guillaume Ouattara. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec cette bonne ou mauvaise surprise, selon notre point de vue. Eh bien, des écoles ont reçu hier des pièces de 2 € commémoratives des JO et beaucoup ne s'y attendaient pas. Oui, c'est un petit peu Noël avant l'heure pour quelques 4 millions d'élèves du CP au CM2 qui recevront d'ici juin un livret pédagogique sur les JO accompagné d'une pièce commémorative de 2 €. Annoncée au mois de juin dernier, l'opération était passée un petit peu inaperçue jusqu'à hier, donc où les élèves ont reçu leur pièce de monnaie. Si l'opération doit sans doute ravir les plus jeunes qui vont pouvoir mettre de côté cette pièce qui deviendra peut-être collector, elle fait grincer des dents. Écoutez plutôt ce que dit cette enseignante ce matin sur France Inter. Elle était au micro de l'excellente Noémie Bonin. Au moment où on nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour faire fonctionner les services publics, notamment le service public d'éducation, qu'il va falloir faire des économies drastiques et qu'il y a 10 milliards à rendre, eh bien, au même moment, vous avez un envoi qui a dû coûter énormément au niveau financier, entre la monnaie elle-même, l'impression des livrets, la livraison. Pour nous, c'est une vraie problématique au moment où on réclame des moyens pour l'école. À noter qu'un mail d'information a été envoyé hier aux équipes pour expliquer les objectifs de cette opération. Évoquons désormais un sujet brûlant, celui des fermetures de classes. Depuis plusieurs jours, les académies commencent à délivrer les informations et ça ne fait pas plaisir aux familles ni au personnel d'éducation. Oui, les fermetures dans de nombreuses régions sont en train d'être annoncées. Les mobilisations commencent. Un plan social de l'éducation, voilà le terme qui est utilisé par Jean-Claude Leroy, président du département Pas-de-Calais, qui s'exprime dans un courrier adressé lundi à la ministre Nicole Belloubet. Au total, dans ce département, il va y avoir 150 fermetures de classes et 89 suppressions de postes. Voilà ce que dit Jean-Claude Leroy. Nous sommes en effet très inquiets quant à la suppression des postes et fermetures des classes qui sont particulièrement nombreuses dans notre département. En Bretagne, autre région, cette fois dans le département du Morbihan, on va avoir 45 fermetures de classes. À l'appel de l'intersyndicale locale, un rassemblement a eu lieu cet après-midi à 17h devant la préfecture de Vannes. Et des remontées comme celle-là de fermeture de classes annoncées, il y en a beaucoup dans la presse locale. On attend d'ici quelques jours les recoupements nationaux pour savoir au total combien de classes vont fermer à la rentrée. On s'intéresse désormais à un baromètre plutôt inquiétant pour le gouvernement. L'opinion des Français pour leurs services publics continue de se dégrader pour la 2e année consécutive, mais l'éducation nationale s'en sort plutôt mieux. Oui, c'est un baromètre dévoilé par les Échos et réalisé par le cabinet Verian. Seuls 44% des Français ont une bonne opinion des services publics. On était à plus de 50% les années passées. Dans les détails, 37% des Français sont mécontents de l'action de la justice, 30% mécontents de l'action de l'environnement et 30% également mécontents de l'action de l'éducation nationale. C'est donc une petite lueur d'espoir puisque le taux de satisfaction pour l'éducation nationale est remonté de 3 points, passant à 69% des Français. La baisse de la satisfaction sur l'éducation nationale s'était enclenchée en 2020 et elle s'est arrêtée avec le départ du gouvernement de Jean-Michel Blanquer. À Orléans, des enseignants ont décidé de se mettre en grève hier à la suite d'une agression d'un professeur d'histoire-géographie ce jeudi. Oui, les faits se sont déroulés lundi au lycée Potier d'Orléans, un lycée qui est plutôt réputé calme et tranquille. À l'origine de cette agression, il y a la confiscation d'un téléphone portable. C'est assez affligeant, vous allez l'entendre au micro d'Europe 1. C'est Sylvie Lenné, responsable syndicale SNEP FSU. Un portable confisqué et l'élève, à la fin du cours, l'a repris sans attendre que la collègue l'autorise. L'élève l'a giflé et l'a griffé.
Les enseignants qui ont donc repris les cours ce matin. Et on termine par cet autre fait divers dans le domaine de l'éducation. Dans l'Oise, un enfant turbulent de 6 ans a fait fermer son école. Oui, décidément, l'actualité est riche en faits divers dans le monde de l'éducation. Les faits se sont déroulés à Esch, une commune située près de Méru dans l'Oise, vous le disiez à l'instant. D'après plusieurs témoignages recueillis, ce jeudi 15 février, l'enfant concerné, qui est inscrit dans une classe regroupée de CP CM2, a manifesté une crise d'hystérie au cours de laquelle il s'en est pris physiquement à une enseignante de l'école. Interrogée par France 3 Hauts-de-France, Jessica, une mère d'élève, relate que cet enfant a griffé son enseignante et lui a asséné des coups de pied. Un autre père de famille, interrogé également par France 3, ajoute que 3 enseignantes ont tenté de maîtriser l'enfant et qu'il y a fallu l'intervention des pompiers et de la gendarmerie pour calmer l'enfant plus que turbulent, violent. Depuis le mois de novembre, nous explique le rectorat dans le courrier Picard, l'école est confrontée à une situation compliquée du fait du comportement inadapté d'un élève scolarisé en CP. Dès son arrivée, l'équipe a accompagné la scolarité de cet enfant pour adapter et aménager ses conditions d'accueil. Malgré ce travail d'accompagnement, les difficultés persistent. La direction académique de l'Oise a programmé une réunion avec les parents d'élèves ce vendredi 23 février pour faire le point sur la situation. Selon le rectorat, il y a déjà des initiatives afin de garantir un parcours adapté pour l'élève tout en assurant la sécurité et la sérénité de l'ensemble de l'école. Vendredi, lundi, l'école était fermée. Elle a rouvert mardi, mais les 5 enseignants de l'établissement sont toutes en arrêt de travail. Les cours ne sont donc pas assurés et les élèves sont accueillis par des personnels d'éducation en mode garderie. Merci beaucoup Guillaume. Enchevêtrement des acteurs, manque de formation des personnels et mauvaise utilisation des 54 heures dédiées à l'orientation au lycée. Et bien, le moins que vous puissiez dire, c'est que Parcoursup a ajouté un facteur de stress aux étudiants en recherche d'avenir. Des acteurs réfléchissent à des mesures pour éviter ce qu'ils sont nombreux à appeler un gâchis collectif. On parle de l'orientation dans le Grand JT. Alors que faire après le bac? Quelles études supérieures? Quel métier ou encore quel emploi? Quelle formation surtout ajouter sur votre liste pour Parcoursup, sélective, pas sélective? Comment repenser l'orientation en France dans son ensemble? On en parle tout de suite avec nos 2 invités en plateau. Catherine Marie, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes membre du comité éthique et scientifique de Parcoursup. Merci d'être venu sur le Grand JT. Également Stéphane Vincent avec nous par Skype. Bonjour Stéphane. Bonjour. Un fidèle du Grand JT, un fidèle en 2 mots, bien sûr, du Grand JT, président fondateur de Super Futur. Alors, un rapport parlementaire qui date de juin 2023, mais qui est toujours valable, bien entendu, porté par les députés Thomas Cazenave et Émeric Davy, a soumis des propositions pour améliorer l'orientation afin d'éviter ce qu'il nomme un gâchis collectif. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Difficile de vous poser la question, Catherine Marie, sachant que vous êtes membre du comité éthique et scientifique de Parcoursup, mais enfin, est-ce que vous avez eu l'impression, en tout cas, qu'il y avait un gâchis, en tout cas, sur l'orientation avant déjà Parcoursup? Alors, ce qu'on pense avec le comité, c'est qu'il ne faut pas dramatiser les choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas transformer les choses, de dire que Parcoursup, c'est un épouvantail, c'est le grand méchant loup, dire que toute l'orientation, tout ce qui se fait dans les écoles, dans les établissements... J'étais chef d'établissement il n'y a pas longtemps encore. Où ça? Dans l'Académie de Versailles, proviseur d'un grand lycée. Donc, je connais bien les facettes du bac-3 jusqu'au bac+3. Non, ce n'est pas un gâchis. Il y a certainement des choses à améliorer, il y a plein de choses, mais il ne faut pas qu'en France, on a toujours trop tendance à dire que rien ne va. Ben si, il y a plein de choses qui vont, donc on va pouvoir le dire. Et il y a aussi des choses à améliorer, et ça c'est, si vous voulez, c'est la mission du comité éthique et scientifique de Parcoursup, de regarder ce qui se passe à la jonction entre le bac-3 et le bac+3. Forcément, tout changement, voilà, toute amélioration est bien normal lorsqu'on opère quelque chose, mais enfin quand même, si vous voulez, c'est un tel changement forcément à la fois pour les élèves que pour les parents et aussi pour les professeurs, et on va y venir, que c'était important de pouvoir comprendre ce qui se passe pour Parcoursup aujourd'hui et pour l'organisation de manière générale. Stéphane Vincent, est-ce que vous avez l'impression d'un gâchis collectif, comme le disent les députés? Alors, il y a 2 choses. Moi, je suis assez d'accord avec Catherine sur le fait qu'il ne faut pas noircir toujours la situation. Soit ça fait vendre certaines choses, mais l'objectif, il n'est absolument pas là. L'objectif, il est de se poser autour de la table ensemble en se disant qu'est-ce qu'on fait
et comment on arrive à construire des choses pertinentes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, si on aligne les chiffres, on regarde qu'il y a quand même énormément de temps passé sur les bancs de l'école qui sont finalement pas du tout utilisés à la fin. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui font un bac plus 5 qui effectivement s'aperçoivent qu'ils se sont trompés d'orientation. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire après le bac et qui se disent finalement je vais rentrer dans une année de fac et puis je ne sais pas quoi faire. Donc tous ces éléments-là, c'est beaucoup d'argent pour l'État, c'est beaucoup d'argent pour les familles et au-delà de l'argent, c'est aussi beaucoup de tracas et de questions. Donc il y a effectivement beaucoup de travaux à faire et beaucoup de choses à mettre en place sur des bases qui sont intéressantes. Parcoursup, aujourd'hui, c'est quand même le plus bel outil qu'on a eu au fur et à mesure des années. Il est perfectible, mais c'est vraiment aujourd'hui l'outil le plus performant qu'on ait eu depuis maintenant 15 ans, 20 ans. Alors moi je ne peux pas faire l'avocat du diable sur ce plateau, vous l'imaginez, mais Catherine Marie, voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, donc merci de le dire. Par contre, je rebondis sur un élément, c'est dire qu'au bout de 5 ans, on s'aperçoit qu'on s'est trompé et que d'orientation et que c'est du temps perdu. Ben non, le temps il n'est jamais perdu comme ça. En France, on a trop tendance à voir les destins des gens de manière linéaire. C'est vraiment, et Parcoursup révèle ça. Notre système éducatif, souvent, il est comparé par un chercheur que j'aime beaucoup, dit en France c'est un TGV. Tu montes dedans, si tout va bien, bon il y a des secondes classes et des premières classes. Tu arrives au bout, mais si tu veux descendre en route, tu sais pas trop si tu vas avoir un autre transport, tu sais pas trop si tu vas pouvoir remonter dans le TGV. En Suède, c'est un métro où tu as des changements possibles, plein de manières d'arriver au même endroit. Donc c'est vrai qu'on a tendance, nous, à vouloir des parcours linéaires et à dire quand on se réoriente. Et le CESP s'est beaucoup interrogé sur les réorientations. Cette année, dans le rapport qui n'est pas sorti, donc je n'ai pas le droit de vous en dire beaucoup plus, mais les réorientations, ce n'est pas du gâchis, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps de maturation. Et de plus en plus, on s'interroge sur ce qu'est réussir dans la vie. Et du coup, non, on peut faire un master, se rendre compte qu'on va faire autre chose, mais ce temps de tâtonnement, c'est aussi un temps d'enrichissement et d'apprentissage. Alors, pas de gâchis, j'imagine, parce qu'effectivement, c'est un temps d'apprentissage, comme vous le dites, un temps d'enrichissement, mais pour tous ces élèves, c'est quand même un coût, déjà, des études, et puis c'est du temps aussi, du temps qui est pris. Quand on voit qu'effectivement, la voie que l'on a prise n'est peut-être pas la bonne, et comment on peut se poser cette question, justement, d'une orientation qui soit vraiment profitable aux étudiants ? Alors, il faut dire que c'est pas du gâchis, ça l'est quand même pour certains. Il faut autoriser les bifurcations. Il faut même les accompagner, mais il faut les accompagner aussi humainement. C'est-à-dire, parfois, il y a des étudiants, j'en ai rencontré il n'y a pas longtemps, fils d'une amie, au bout d'un mois, il s'est rendu compte qu'il n'était pas au bon endroit, dans le bon BTS, et puis d'un coup, il est allé à la caisse à Carrefour, il a dit « je vais attendre l'an prochain ». J'ai appelé quelques collègues et quelques lycées que je connais, et il y en a qui font des intégrations en janvier. Mais comment il a eu accès à vous ? Je l'ai croisé sa maman dans la rue, c'est vraiment, je vous raconte une histoire. C'est pas anodin ma question, parce qu'en fait, les élèves n'ont pas accès justement à les personnes qui vous aident. Et alors du coup, il a pu rentrer dans un autre BTS près de chez lui, donc il avait plus ce temps de transport qui est un temps extrêmement préjudiciable. On sait que c'est le premier facteur d'échec, c'est d'être loin. Et souvent, on est loin parce qu'on ne peut pas avoir aussi de logement près du lieu où on étudie. Mais il y a maintenant des possibilités d'intégrer un BTS en janvier. Pendant que les élèves sont en stage, les profs sont là, ils reprennent pendant 3 semaines pour ceux qui intègrent. Mais j'entends cette très belle histoire. J'entends. Mais la réalité, c'est pas celle-ci. Alors la réalité, dans le rapport dont j'ai pas le droit de vous dire grand-chose, mais je peux vous dire que cette année, tous les ans, on s'intéresse à une région différente. On va voir sur le terrain. Donc l'an dernier, c'était sur la région PACA. Avant, on a fait la Bretagne, l'Île-de-France. Et cette année, on a fait les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, ils ont un algorithme, un petit système qui est encore artisanal, qui, dès que Parcoursup est fini en septembre, toutes les places qui restent vacantes, et il y en a dans les BTS, à cause du développement de l'apprentissage, il reste des places vacantes sous statut scolaire, et elles sont tout de suite remises sur le marché. C'est-à-dire qu'on n'attend pas 1 an pour ceux qui n'ont pas besoin de ce temps de réflexion mais certains, il faut faire des réorientations très rapides. Donc on peut encourager aussi ça et faire un peu moins de ce que vous appelez du gâchis. Stéphane, je ne vous oublie pas du tout, mais enfin je suis obligée de rebondir une seconde par rapport effectivement à l'algorithme dont vous parlez, Catherine Marie, parce que alors moi je suis perdue, et je ne pense pas être la seule si moi-même je suis perdue, sur les histoires d'algorithmes. Vous dites qu'il y a un petit algorithme dans les Hauts-de-France, ça veut dire quoi? Il y a un algorithme de départ Parcoursup, non, qui est valable pour tout le monde. Là, ce que je vous parlais, bien sûr, c'est pas... J'ai dit après, à la fin de Parcoursup, oui, en septembre. Quand Parcoursup est fini, on constate, alors ça peut être
En PACA, c'est par exemple, il y a des universités comme Avignon, quand c'est fini, ils regardent les places qui restent vacantes, on regarde les élèves qui sont déjà malheureux en septembre, on a un réseau de proviseurs, on sait qu'il y a des places en BTS, on sait qu'en ce moment, il y a aussi des places en BUT qui sont en train de se libérer, et on peut tout de suite faire des propositions, sans faire un an d'attente. Pour ceux qui, en les accompagnant humainement, dans les Hauts-de-France, ils ont fait ça juste avec un petit tableur, vous mettez voilà les places qui restent, et puis vous recensez les places, et puis vous voyez les élèves ou les étudiants qui ont démarré 6 semaines et qui tout de suite se disent c'est pas pour moi, je suis épuisé de fatigue, les trains n'arrivent pas à l'heure, les trains ne passent pas parfois dans les Hauts-de-France, je veux revenir et faire ça. Et on peut le faire très vite. Donc il y a des choses simples qu'on peut mettre en place. Une réaction, Stéphane? Oui, moi je pense qu'en fait c'est à la fois intéressant et en même temps je pense qu'on ne prend pas le problème dans le bon sens. Le problème c'est qu'un jeune qui pour diverses raisons n'a pas réussi son orientation ou en tout cas ne pense pas être dans le bon endroit, la question c'est pas ce qu'il peut trouver, c'est est-ce qu'il s'est posé la question de savoir comment il fonctionne, qui il est et finalement ce qui va lui convenir intrinsèquement. Et je pense que ces questions-là, souvent, elles ne sont pas posées et l'environnement éducatif ne permet pas de le faire. C'est vrai que nous, c'est ce qu'on fait chez Superfutur et qu'on fait depuis maintenant plusieurs années, notamment en réorientation post-bac. Et en fait, c'est très très étonnant de voir que pas mal de jeunes continuent à essayer de trouver des solutions, mais en ne se posant pas surtout la question de qui ils sont, comment ils fonctionnent et vers quel type de métier ils vont pouvoir s'épanouir. Mais je pense que Stéphane, la question en fait c'est par rapport, pardon de vous couper, c'est la problématique du Skype, mais on va y arriver à avoir un échange fluide. La réalité de Parcoursup, Parcoursup a été créé pourquoi? En fait c'est une question que je vous pose à tous les deux. Parcoursup, qu'est-ce qui se passait avant Parcoursup sur l'orientation? En fait ces mêmes élèves devaient se poser ces mêmes questions, de savoir qui ils étaient, ce vers quoi ils devaient aller, quelles étaient leurs ambitions et quels étaient leurs moyens. Qu'est-ce que ça a changé Parcoursup? Quels étaient les manques avant et en fait qu'est-ce que ça diffère? Enfin, qu'est-ce que permet Parcoursup aujourd'hui? Alors déjà, la première chose, c'est que Parcoursup permet d'avoir beaucoup plus d'informations que ce qui était APB auparavant, et donc permet d'avoir une information beaucoup plus logique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas de problématique de hiérarchisation des choix, là où auparavant, on avait une obligation de hiérarchisation des choix. En revanche, le fait d'avoir un accès et une information qui est beaucoup plus large, vous avez beaucoup plus de personnes qui sont intimement persuadées qu'ils vont pouvoir candidater dans des filières parfois sélectives. Et donc, on se retrouve avec des gens qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir rentrer dans ces filières sélectives, mais pensent pouvoir le faire. Et je pense qu'ils sont assez malheureusement pas accompagnés ou peu accompagnés pour le faire et pour avoir des choix qui sont pertinents en fonction de qui ils sont. Maintenant, revenons sur les fondamentaux. Évidemment, on essaye d'aller un petit peu plus sur le fait d'aider les jeunes à se connaître, mais quand vous voyez le nombre de conseillers d'orientation qui sont présents dans les établissements, malheureusement, vu le nombre de jeunes, on n'arrive toujours pas à faire, à mon sens, un travail de fond sur l'orientation pour chaque jeune, en individualisation. Mais pour moi, Parcoursup est beaucoup plus performant que ce qu'il y avait avant. Ok, parlons-en de ces chiffres, puisque vous les avez évoqués, Stéphane Vincent. Un conseiller d'orientation pour 1230 jeunes, si je ne me trompe pas, sur les chiffres. Pourquoi si peu de conseillers d'orientation, selon vous, Catherine Marie? Parce que l'orientation, ça ne demande pas uniquement une expertise particulière. Il faut de multiples experts. Stéphane Vincent. Ouais. Stéphane, je pense qu'effectivement, j'ai vu que vous proposiez différents types d'expertise pour accompagner individuellement les élèves. L'éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur, parce qu'il n'y a pas que l'éducation nationale pour faire l'orientation, il y a d'autres acteurs, prend en charge et veut veiller au parcours de nombreux élèves, de ceux qui ne peuvent pas, effectivement, dont les familles ne peuvent pas financer un coach, ceux qui sont qui sont à Méru, ceux qui sont à Fourmies, ceux qui sont dans les quartiers nord de Marseille. Là, il y a des conseillers d'orientation psychologues, des psy-EN, mais il y a aussi des CPE, il y a aussi des professeurs documentalistes, il y a surtout les profs principaux qui font un travail magnifique. Alors, certes, ils ne sont pas assez formés, ils aimeraient bien le faire en équipe, c'est sûr. Ils ont beaucoup de choses à faire. Donc, c'est leur rajouter encore des missions, mais ils font un travail magnifique pour l'accompagnement des élèves sur Parcoursup. Et là où je ne suis pas d'accord, c'est quand vous dites qu'il y a des élèves qui ont peut-être des prétentions pour lesquelles ils n'ont pas le niveau, que le fait d'offrir abondamment des formations dans Parcoursup, ça peut encourager, en gros, des faux espoirs, si j'ai bien compris ce que vient de dire Stéphane.
Au contraire, quand on s'appuie sur justement les recherches très récentes, je pense à une recherche qui est sortie en juillet dernier d'une chercheuse, Camille Terrier, qui a travaillé sur Parcoursup, on se rend compte qu'en fait, les filles, dans les élèves qui ont les notes les plus élevées, les meilleurs élèves, les filles et les élèves d'origine sociale défavorisée, c'est eux qui se situent le moins bien dans l'échelle de notation, ont une ambition qu'il faudrait booster au contraire, et que si simplement vous leur dites « tu crois que ton rang dans le classement, tu crois que tu fais partie des 30% des meilleurs en France », non, en fait, tu es dans les 20%. Le simple fait de leur donner une indication de leur rang, comme quoi le classement, c'est pas toujours négatif, ça a complètement effacé le manque d'ambition. Et tout d'un coup, ils ont fait des vœux de prépa qui étaient à la hauteur de ce qu'ils pouvaient espérer avec les notes qu'ils avaient. Mais ça, c'est dans la version positive de l'histoire. Quand on est dans le classement du bas, comment ça se passe? Dans le classement du bas, le poids de l'orientation, il est bien antérieur à celui du lycée et du supérieur, bien sûr. Vous savez, il y a déjà 16% des enfants qui ne terminent pas leur cycle de collège. Il n'y a que 84% des enfants qui arrivent. Il y a ceux qui sont en SECPA, il y a ceux qui sont en ULIS. Donc oui, le collège, il est déjà fragmenté, et on sait très bien qu'à note égale, en troisième, en fin de troisième, on a 2 fois plus de chances, au sens probabilité, d'aller en bac pro quand on est un enfant de catégorie sociale défavorisée, à note égale, qu'un enfant de catégorie sociale aisée. Donc le travail, il est à faire en amont. On doit travailler sur l'ambition, on doit travailler sur l'égalité et sur des compétences aussi que l'école, c'est pas toujours bien cultivé, qui sont souvent cultivées dans la famille. C'est la persévérance, c'est toutes les compétences sociales, si vous voulez, qui échappent un peu à l'école et que d'autres pays mettent en avant et qui sont plus prédictifs de la réussite. Il vaut mieux être persévérant et un peu moins bon que très bon et pas persévérant pour réussir dans la vie. La persévérance, comment on la construit? Oui, face à un algorithme, les avis sont un peu divergents quand même. Vous parliez effectivement des différents acteurs de l'orientation en France. On parlait à la fois, bien sûr, des conseillers d'orientation, mais aussi, vous faisiez allusion aux enseignants. Selon Gilles Roussel, qui est président de l'université Gustave Eiffel et président du CESP, du CESP, il indique que les enseignants du lycée méconnaissent l'enseignement supérieur et son fonctionnement et l'accompagnement des élèves en pâtit. Justement, est-ce que c'est pas un problème vraiment de formation réelle des enseignants? Parce qu'il n'y a pas que le professeur principal, c'est une mission que je crois qui date de 89. Oui. Bon, vous savez, tous les enseignants. En lycée, pratiquement la moitié des professeurs sont profs principaux. Que ça soit en seconde, en première ou les deux en terminale, vraiment, on a besoin d'énormément de professeurs principaux. Oui, il y a une méconnaissance de l'enseignement supérieur, c'est certain. Oui, les profs sont en appétence de rencontrer des profs de l'enseignement supérieur. C'est ce qu'on a dit dans le rapport l'an dernier, où on a encouragé dans une des préconisations du CESP les expériences « Vie ma vie ». Allez, je prends tes terminales, tu viens un peu en licence et on regarde que des profs du supérieur et des profs du secondaire échangent, c'est une nécessité. On l'a dit, on le redit, on va le redire, etc. Mais ça, c'est vis-à-vis, c'est une expérience, c'est pas une formation, c'est pas la même chose. Ça fait partie d'une des multiples manières de créer, de faire découvrir aux professeurs ce qu'est l'enseignement supérieur, qui bouge tout le temps, qui évolue tout le temps. Non. Hier, moi, je parlais de DUT. Aujourd'hui, c'est sûr que les BUT, il n'y a pas eu une bonne information dans les établissements scolaires sur ce que sont les BUT. Quand il y a eu la réforme de médecine, hélas, les profs, ils ont dû chercher des renseignements par eux-mêmes et ils l'ont fait. Et nous, les proviseurs, parce que les chefs d'établissement, excusez-moi d'avoir encore ma vieille casquette, que j'ai eu 32 ans, donc c'est dur de l'enlever. Les équipes de direction, elles font un super travail aussi quand elles organisent. Bien sûr, mais c'est encore un poids important pour les professeurs. C'est un poids, mais c'est une mission. C'est une mission. Si vous voulez, l'orientation, c'est pas juste dire tu vas aller là parce qu'on pense que c'est la boîte qui va t'aller mieux et tu vas réussir. C'est faire grandir quelqu'un, lui donner des possibilités de choix, d'être plus libre dans ses choix, moins déterminé socialement par son origine sociale, par son genre. Par tes filles, une fille ou un gars. Mais voilà. Je pense que tout le monde vous entend, mais la problématique, on est d'accord que c'est la formation des enseignants, aussi à ce sujet de l'orientation. Est-ce qu'ils ont le temps, les enseignants, pour le faire? Est-ce qu'il y a l'argent pour le faire? Sur quel temps ils vont prendre l'argent, c'est considérable, l'argent qui est mis pour la formation des enseignants. Est-ce que cet argent est bien employé? C'est une question. Est-ce que maintenant, avec la priorité, je sors du CESP, je parle Catherine Marie, là, est-ce que la priorité donnée aujourd'hui à les profs doivent être devant les élèves et faire cours? Ou du coup, on fait quand la formation des profs? C'est quoi la priorité? Donc, du coup, l'orientation empathie. Stéphane Vincent, une réaction à ce qu'on vient de se dire?
En fait, je pense qu'on partage quand même pas mal de constats avec Catherine, mais allons même plus loin sur le Vie ma vie. Moi, je pense qu'il faut aussi qu'on ait de plus en plus de professionnels qui comprennent la réalité du monde des enseignants et réciproquement, je pense, des enseignants qui comprennent la réalité du monde professionnel. On a l'impression que parfois c'est un petit peu dissocié aujourd'hui, alors que ils passent plus de 20 ans à l'école pour ensuite passer 43 ans dans les entreprises. Donc, je pense qu'il faut quand même veiller à cette notion d'atterrissage, alors qu'il se fait pas d'un seul coup, mais qui se fait de manière assez progressive. Donc il y a cette partie-là. Et puis oui, je suis d'accord avec vous, Catherine, sur évidemment la notion d'ambition. Il faut absolument maintenir l'ambition. Maintenant, il faut aussi des principes de réalité. Beaucoup de jeunes qu'on accompagne, et notamment des parents qu'on accompagne, parce que dans l'accompagnement à l'orientation, on accompagne les jeunes, mais on accompagne aussi les parents sur leurs propres projections, sur le fait que le monde a changé depuis 25 ans, sur diverses choses. Et je pense que vous avez encore des parents ou vous avez encore des personnes qui ont des vœux pieux et qui ne sont pas du tout réalistes. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait effectivement une information plus claire. Ce n'est pas non plus parce qu'on suit certaines formations. Vous parliez tout à l'heure du BUT. Le BUT, c'est vraiment une formation d'excellent niveau. Dans certains cas, on a même plus de mal à rentrer en BUT aujourd'hui que de rentrer dans une prépa. Donc voilà, c'est aussi très important d'avoir une information globale, d'accompagner chacun. Et je reviens sur l'histoire des jeunes filles et des jeunes femmes. Alors, moi, j'ai eu la chance de travailler pendant 20 ans dans des écoles de commerce. C'est effectivement, il faut absolument donner la possibilité aux jeunes filles de prendre la confiance en se disant, c'est pas parce que je maîtrise pas 98% du dispositif que je vais dire que je sais pas le faire. Là où les garçons, en général, quand ça dépasse 53%, on dit qu'on est des stars. Donc il faut vraiment bosser la confiance des filles pour qu'elles puissent atteindre ce qu'elles méritent. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Venant d'un homme, c'est parfait. On l'entend avec joie. Aux côtés des enseignants, oui, vous vouliez réagir, Catherine Marie. Juste une petite réaction. Je suis tout à fait d'accord pour la nécessité de travailler avec les parents, d'accompagner les parents. Mais pas parce qu'ils ont des prétentions. C'est pas les mêmes parents qu'on rencontre dans les Hauts-de-France, excusez-moi, dont les enfants sont en bac pro, peut-être que ceux qui font appel en région parisienne à un coaching, donc qui ont peut-être effectivement des ambitions pour leurs enfants. Au contraire, dans beaucoup d'endroits en France, les parents n'ont pas d'ambition. Ils n'ont même pas de quoi payer le billet de train pour aller faire des études, ni le logement. Donc c'est vraiment très très important de dire aussi que ces parents-là, alors il y a la région Hauts-de-France et puis même les universités là d'Artois, Côte d'Opale et Amiens ont mis en place des bus pour aller sur les places des villages, aller rencontrer les familles dans les villages au plus près là, pour essayer, dans ces bus il y a des ambassadeurs étudiants, pour essayer de sillonner les routes, on va dire, pour aller devant, non pas les élèves, les élèves on les a dans les lycées, mais devant les familles et les parents. Et vous parlez des moyens, c'est très important effectivement, l'accès finalement à ces études-là. Ce n'est pas que l'accès Parcoursup dont on parle, l'algorithme, c'est l'accès au logement, l'accès effectivement au financement de la vie de tous les jours et du quotidien, le fait de partir de chez soi, de quitter aussi la ruralité ou ne serait-ce que sa ville d'enfance, enfin et sa famille. Comment on fait justement pour aider ces jeunes à pouvoir faire ces choix d'orientation qu'ils souhaitent, qu'ils veulent, qu'ils ont choisis, mais qui sont difficiles? Alors, peut-être que nous, on n'a pas, en tant que comité, on n'a pas la solution. Par contre, on a évidemment le devoir de mettre en avant, et c'est ce qu'on fait, ce qu'on va faire dans le prochain rapport, les questions qui se posent de mobilité et de territoire. Il y a aussi des inégalités territoriales. C'est pour ça qu'on a choisi, nous, chaque année, d'aller voir dans une région comment ça se passe. Et ça ne se passe pas la même chose en Bretagne. Ça se passe relativement bien en Île-de-France où il y a vraiment des problèmes très très particuliers d'accès parce qu'il y a très peu de formations Bac plus 2 et 3 en Île-de-France et il y a des formations très sélectives. Du coup, un élève moyen qui a un bac techno, il a beaucoup moins de chances d'avoir une proposition dans Parcoursup qu'un élève, même des Hauts-de-France. Paradoxalement. Parce que l'offre aussi, la manière dont l'offre est distribuée en France, elle n'est pas égale. Donc des territoires avec des trains qui ne marchent pas toujours de la même manière, des distances très importantes. Et donc toutes ces problématiques de mobilité, en tout cas nous, on veut les soulever pour susciter des recherches. Il faut de la recherche derrière. Et puis peut-être des solutions. Le logement, on sait que c'est évidemment un point crucial pour la réussite étudiante. On parlait, Stéphane, Vincent, évidemment, on faisait allusion tous les trois, mais à la fois aux conseillers d'orientation, aux psychologues de l'éducation nationale, aux enseignants, aux associations, aux coachs privés, à Super Futur, en l'occurrence, que vous représentez, mais à tous ceux qui permettent d'aider à l'orientation. Alors,
Alors, je vais vous poser une question, vous allez me répondre non, mais enfin, c'est pas grave, ça va susciter la discussion. Mais est-ce que justement, est-ce qu'il n'y a pas trop d'acteurs aussi qui créent une confusion pour tous ces jeunes ? Alors, trop d'acteurs, je ne pense pas. Effectivement, on est probablement un marché qui est peut-être trop éclaté pour le moment. En revanche, je suis intimement persuadé qu'il y a un point sur lequel il faut absolument qu'on travaille, qui est la collaboration publique-privée. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire, je fais des propositions dans certains établissements, même à titre gracieux, pour informer les parents sur l'orientation. Dans pas mal de cas, on me dit non, on n'a pas besoin de vous, on fait déjà ça très bien, il n'y a pas de problème. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de volonté de collaboration de manière un peu dogmatique, alors que tout ce qu'on veut ensemble, c'est des dispositifs à destination des jeunes et des parents pour avoir un niveau d'information et d'accompagnement qui soit très bon. Je reviendrai aussi sur ce que disait Catherine tout à l'heure. Heureusement aussi, il y a un très beau tissu associatif sur d'accompagnement à l'orientation qui existe en France et qui est proposé justement sur tout ce qui est quartier politique de la ville. Ce sont des confrères avec lesquels je suis amené à travailler dans plusieurs réseaux. Donc non, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs, soit, mais aujourd'hui, si vous prenez le nombre de jeunes qui sont vraiment accompagnés sur l'orientation, il n'y en a pas tant que ça, malheureusement. Donc je pense que le besoin existe, la demande pour l'instant n'existe pas encore forcément, mais je ne suis pas persuadé qu'il y ait autant d'acteurs que ça. On va terminer juste pour conclure, 10 secondes. Donc c'était pour revenir sur ça, il y a beaucoup d'acteurs, il faut qu'ils aient tous le même objectif. C'est-à-dire donner à chaque élève, quelle que soit son origine sociale, la possibilité d'aller au maximum de ses capacités et de son appétence. Beaucoup d'acteurs, il faut plus de coordination, je partage tout à fait l'avis, notamment au niveau régional, c'est ce que le CESP défend aussi. Il faut vraiment que les recteurs de région académiques s'emparent de cette transition Bac-3, Bac+3. Et je crois qu'il faut que le public et le privé se parlent, mais pour le CESP, il n'y a pas de question de privé ou public, il y a des bonnes ou des mauvaises formations, point barre. D'accord ? Ça, c'est vraiment essentiel pour nous. Voilà. Merci beaucoup, Catherine Marie, d'avoir été avec nous. Vous êtes membre donc, du CESP, ainsi que Stéphane Vincent, président fondateur de Super Futur. Merci à vous deux d'avoir été sur le Grand JT pour nous parler de l'orientation, notamment au lycée. Merci beaucoup. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT, le festival L'Ethnologie va vous surprendre, revient pour une 6e édition les 2 et 3 mars prochains au musée du Quai Branly, le fameux musée Jacques Chirac. Et pour cela, je suis ravie d'accueillir en plateau Benoît de l'Étoile, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, directeur de recherche au CNRS et directeur de la recherche au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Merci d'être là. L'ethnologie, c'est souvent assez méconnu. En quoi cette discipline est vraiment intéressante et importante et pourquoi vous la mettez à l'honneur justement au Quai Branly ? Alors l'ethnologie, qu'on appelle aussi l'anthropologie, c'est à peu près la même chose. C'est en fait la science qui s'occupe de comprendre à la fois qu'est-ce que les humains ont en commun et en même temps comment est-ce qu'ils sont différents, quelle est leur diversité. Par exemple, tous les êtres humains se nourrissent, mais ce qu'ils mangent et la façon dont ils mangent, dont ils organisent les repas, va être très différente selon les lieux, selon les groupes. Et donc c'est ce genre de choses-là que l'ethnologie essaie de comprendre, à la fois l'unité de l'humanité et toute la diversité des façons dont on peut être humain sur toute la Terre. Et le musée du Quai Branly est consacré à ça largement, à travers ses collections, puisqu'il est essentiellement consacré aux autres continents que l'Europe. Et donc c'est pour ça qu'il met en valeur l'ethnologie régulièrement, justement pour la faire découvrir, parce que comme vous le disiez, elle n'est malheureusement pas assez connue. Pas assez connue alors qu'elle paraît si importante, effectivement, lorsque vous en parlez, et de manière assez évidente, bien sûr, surtout aujourd'hui. Plusieurs thèmes ont été consacrés avec ce festival. L'ethnologie va vous surprendre. Je crois qu'il y a eu l'invisible, les femmes de terrain. Et là, à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, eh bien, le festival met à l'honneur le corps. Comment on raconte le corps, justement, au travers de ce festival, de cette exposition ? Alors, comment on raconte le corps ? Effectivement, donc c'est
en partant bien entendu de l'actualité des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais on s'est dit on ne va pas parler uniquement de sport, on va plutôt essayer de parler des façons dont on peut dépasser le corps, dont on peut aller au-delà de son corps, dont les humains justement vont travailler leur corps pour en faire un objet soit effectivement de performance sportive, soit de performance artistique. Par exemple, il y a donc une double thématique si on veut, c'est à la fois le sport et aussi la danse. Et par exemple, on va avoir le grand footballeur Lilian Thuram qui maintenant est engagé dans des actions antiracistes, qui va venir parler de la question des valeurs autour du sport. On a aussi par exemple un grand danseur brésilien, Volmir Cordeiro, qui va faire un solo. Et en fait, on a tendance à considérer que l'art et le sport, c'est pas dans la même case. Mais si on voit finalement la façon dont un grand danseur ou un grand artiste travaillent leur corps, finalement, là, il y a un point commun. Et on voit aussi cette question, qu'est-ce qu'ils ont en commun et en même temps, en quoi c'est différent. Effectivement, le football n'est pas la danse. Mais Alors, sur le sport, sur la danse, le foot, c'était assez évident, évidemment, le rapport au corps. Mais il y a aussi un archéologue, évidemment, qui va être mis en lumière. Comment, justement, on pousse cette idée? L'archéologue, je vois Nathan Schlanger, ou Schlanger, oui. Je ne sais pas comment on dit son nom de famille, pardon si je l'écorche. Nathan Schlanger. Alors oui, lui, parce qu'en fait, effectivement, lui, il a travaillé, il a publié un petit livre qui est à destination d'ailleurs du public plutôt de terminale, les gens qui passent le bac, sur un livre qui s'appelle Les techniques du corps de Marcel Mauss. Marcel Mauss était un anthropologue des années 1930 qui a inventé la notion de technique du corps, parce qu'effectivement, en général, on pense il y a le corps d'un côté et les outils de l'autre, la technique. Et lui, en disant finalement, il y a les techniques corporelles. Par exemple, prenez l'exemple de la natation. Il dit en fait, la natation, change de façon, c'est une technique qui s'apprend comme une autre. Mmh. Et l'exemple que moi j'aime prendre aussi aujourd'hui, c'est l'exemple des smartphones. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit les générations plus anciennes, etc., qui péniblement tapent sur le smartphone, alors que les plus jeunes, on a l'impression qu'ils ont 20 doigts très fins et ils vont à toute vitesse. Voilà, ça c'est une technique du corps. Une technique du corps qui est apprise. Et donc on peut parler effectivement de cette question à travers à la fois cette notion de Marcel Mauss, comment est-ce qu'elle nous permet de comprendre aussi d'autres phénomènes avec, dans ce cas-là, Pierre Lemonnier, qui lui a travaillé en Nouvelle-Guinée et qui donc va montrer effectivement comment lui met en œuvre ça sur son terrain. Alors, il va y avoir des mini-conférences interactives et visuelles, les têtes chercheuses. Elles évoquent entre autres le pouvoir du corps dans la danse balinais, c'est ça, les voyages chamaniques. En fait, c'est un voyage constant et si je puis dire, même une rencontre constante entre le chercheur finalement et le visiteur. Car souvent dans un musée, lorsqu'on va dans un musée, on s'attend à avoir une exposition permanente avec des objets précis. Là, tout est en mouvement. Alors l'exposition, elle est là, et il y a aussi des chercheurs ou bien des gens qui travaillent au musée qui vont faire des visites du musée autour d'un objet, justement un objet qui est lié avec le corps. Il y a ce qu'on appelle l'Olympiade culturelle qui a sélectionné des objets, et ces objets, on va les présenter. Mais les têtes chercheuses, c'est justement l'idée de prendre des chercheurs jeunes qui vont présenter donc en 15 minutes, avec des images, leurs recherches pour un public, et ensuite il y aura 10 minutes de questions. Et donc effectivement, c'est constamment pouvoir présenter au public le plus large ces enjeux. Et ces enjeux, effectivement, non pas en Europe, mais dans le monde entier, pour pouvoir faire découvrir à ces visiteurs, ceux qui seront là les 2 et 3 mars, et puis ceux qui vont se rendre au Quai Branly de manière générale, bien sûr, ce qui se passe ailleurs, et ce que l'on n'a évidemment pas accès, on a peu accès. Alors, effectivement, à la fois, et c'est ça l'idée, à la fois donc en Europe et aussi ce qui se passe ailleurs, de façon aussi, la base aussi de l'ethnologie, c'est de questionner des choses qui sont pour nous évidentes en disant, tiens, bah oui, effectivement, nous on fait comme ça. Ah oui, par exemple, le rugby, si on va regarder à Samoa, eh bien la façon dont on apprend à faire du rugby à Samoa, c'est différent de chez nous. C'est pas les mêmes techniques, c'est pas les mêmes apprentissages. Donc, ah tiens, ça nous fait regarder autrement ce à quoi on est habitué. Donc c'est cette comparaison constante entre comment on fait chez nous, comment on fait ailleurs, qui est un peu la fondation de l'ethnologie. S'ouvrir à d'autres cultures, toujours essentiel évidemment. Alors les cinéphiles ne seront pas oubliés aussi pendant ces 2 journées. 3 films à découvrir. Danser l'espoir, qui est un portrait de Germaine Acconi, de Valie Fugulin et Martin Morizette. Il y a aussi un autre film documentaire dont on avait envie de parler, du réalisateur et anthropologue Emilio Domingos, qui s'appelle La bataille de... Alors je vais peut-être mal le dire, de Passigno. Ouais. Je ne sais pas comment on dit
dit ça, qui revient sur cette danse, une danse que je connais bien quand même, c'est une danse brésilienne, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Et en fait, effectivement, c'est une espèce de danse qui a à la fois des pas, du funk, mais aussi du samba. Et en fait, c'est ce qui s'est passé dans les favelas de Rio de Janeiro, où il y a des espèces comme ça de duels de danse entre ces danseurs, qui sont essentiellement des jeunes, parfois des très jeunes, des enfants. Et en fait, c'est intéressant aussi parce que le documentaire, au lieu de présenter un peu la vision, toujours un petit peu mettre l'accent sur la violence, sur la pauvreté, là, en fait, ces jeunes, ils veulent se définir différemment. Ils veulent se définir par leur façon de danser. Ils veulent qu'on les admire pour les pas qu'ils inventent. Et donc, on les suit dans leur vie, comme ça, dans ces duels. Et c'est un film tout à fait impressionnant, avec une bande-son très, très, très forte. Et en même temps, comme c'est Rio, la tragédie arrive à un moment donné. Voilà. Originaire justement des favelas, on le disait, et de cette danse qui s'appelait le baila funk. Voilà, le passinho, regardez, on a quelques images. Assim começou no ano de 2001, mais ou menos. Nós da comunidade do Rio de Janeiro encontramos jeito que fazer uma cultura nossa. É a batalha do passinho, os moleques são sinistros. Quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho. É a batalha do passinho, os moleques são sinistros. Quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho. Vai, 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 é a batalha do passinho. Vai, 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 os moleques são sinistros. A mulherada, não sei porquê, gosta de quem tem poder e quem se destaca. Então, os meninos dançando chamava atenção. Aí ou você era dançarino ou era traficante. E quem tem poder hoje na favela ou é dançarino ou é traficante. Qu'est-ce que ça raconte justement du corps, des liens humains? Oui, alors c'est dommage que là on ait on a eu les légendes en anglais, mais ce sera bien en français dans le festival. Ça raconte justement en fait comment les gens transforment le corps, comment ils en jouent de leur corps et comment ils vont s'exprimer à travers leur corps. Ils vont dire finalement voilà, je suis quelqu'un d'autre, je suis pas ce que vous croyez, je suis pas un marginal, un voyou, je suis un artiste et je m'habille bien, je fais attention à la mode et aussi effectivement les filles vont s'intéresser à moi, puisque c'est essentiellement des garçons, il y a quelques filles mais qui sont ces danseurs de Passinho. Donc c'est un film à la fois très émouvant, très beau et je pense qu'il fait bien comprendre le Brésil d'une façon un peu inattendue. Et puis aussi, moi, c'est le pays sur lequel je travaille en fait. Je travaille sur le Brésil. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce film effectivement comme étant intéressant. Nous voilà un point commun. On parle de cinéma, on parle de regard, donc du coup qui est très important. Évidemment, on le sait. Alors ici en télévision, un peu moins, mais le cinéma, cet art magnifique qui est de pouvoir transcender justement, de porter quelque chose, porter un message, c'est de pouvoir amener à voir aussi ce qu'on ne connaît pas, ce qui peut être un lien avec l'autre et évidemment un lien avec le corps. Troisième film présenté justement à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes en 2022. Une incroyable aventure intérieure qui ouvre aujourd'hui le corps au cinéma, où on découvre que la chair humaine est un paysage inouï qui n'existe que grâce au regard et aux attentions des autres. Je cite le petit fascicule qui est proposé au Quai Branly. Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Alors là, c'est un voyage au sein du corps à partir de caméras. Alors c'est un film qui est assez impressionnant, d'où le fait effectivement qu'il est interdit au moins de 12 ans. Ça, c'est pas forcément un spectacle pour les familles, contrairement à d'autres choses qui le sont faites. Mais c'est un film effectivement à partir de toutes ces caméras en fait qu'on utilise pour des raisons médicales et qui ont été montées par ces réalisateurs. Donc c'est un film à la fois artistique et scientifique sur le corps vu de l'intérieur et ces nouvelles frontières du corps dans la médecine. Bon, la bande dessinée ne sera pas en reste, évidemment. Salon de lecture Jacques Kershach qui propose toute une sélection originale de bandes dessinées sur la thématique du corps. Et puis plein d'autres choses à découvrir, évidemment, pendant ces 2 journées. Je rappelle, les 2 et 3 mars prochains, au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Voilà, l'ethnologie va vous surprendre. C'est la 6e édition. Carton plein pour les éditions précédentes. Donc on vous souhaite le meilleur, évidemment, pour celle-ci. Merci beaucoup. Merci. Et donc, je dis rendez-vous à tous ceux qui pourront venir ce week-end-là. Merci. On rappelle que c'est gratuit, attention, ce n'est pas quand même rien de le dire. Merci Benoît Delétoile d'avoir été avec nous, directeur de recherche au CNRS et donc directeur de recherche au musée des Quai Branly. Merci, merci beaucoup. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier et cette semaine son invité est l'humoriste Younes Depardieu. On a parlé de ton parcours scolaire, on va parler de ta profession.
Tu es humoriste aujourd'hui, mais est-ce qu'enfant, plus jeune, il y a eu un autre métier que tu aurais eu envie de faire? J'ai hésité entre astronaute et boucher. Je rigole, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir, Inès. Non, comme métier, forcément, il y a un métier que tous les enfants voulaient. C'était mon rêve, c'était footballeur. Ta passion, ça aussi, le football. Le football. Tu jouais en club? Je jouais. Après, j'étais pas zizou, mais je taquinais. Mais j'ai footballeur. Et un métier que j'aurais bien aimé faire aussi. Mais la conseillère d'orientation m'a dit non, tu n'y arriveras pas. Je te jure, elle m'a dit ça. C'était quoi? Commentateur sportif. Et en quoi elle peut savoir que tu vas faire? Je te jure, elle m'avait dit non. Dit après, il n'y a pas 1000 postes pour faire ce métier-là. Oui, mais elle m'a dit non. Elle m'avait dit non, je me rappelle. Et toi, t'avais... C'était à Pierre et Marie Curie. T'as quel âge à ce moment-là? J'avais 16 ans, 17 ans. Et du coup, tu l'écoutes et tu... Ouais, tu te dis, c'est son métier, peut-être elle a raison. Et tu bascules sur quoi alors? N'écoutez pas les conseillères d'orientation parce que des fois c'est du mytho. Donc des fois c'est vrai, mais allez au bout de... Mais à ce moment-là, quand elle dit ça, tu te dis, bon, ok, je la crois, et tu te dis, je vais faire quoi? Moi, je sais pas. Je te jure, je sais pas. Elle commence comment alors ta carrière? Franchement, tu sais quoi, j'ai fait mon BTS. Après, j'ai travaillé BTS de quoi? MUC. C'est quoi ça? Management des unités commerciales. Ok, en vente quoi. Voilà. Je travaillais un peu en banque. Et après, j'ai commencé avec... Moi, je faisais pas mal de théâtre étant plus jeune. Un peu d'impro et tout. Et j'ai rencontré Bambi. On s'est rencontrés. En impro? Non, dans un café-théâtre. D'accord. Et de là, on a accroché tous les deux et c'est parti. Vous avez eu envie de vous retrouver ensemble sur scène? D'ailleurs, tu te rappelles la première fois où on s'est vus? Au Jamel Comedy Club? Non. Non? Où ça? Je me rappelle, on s'est vus à l'hôtel, comment il s'appelle? En face du Movenpick, au Marrakech du Rire. Oui. Je crois que tu étais là-bas une année, c'était là. Je crois que c'est la première fois. C'est le Novotel, peut-être? Non, c'était pas le Novotel. C'était Atlas Médina. Je peux aller là-bas. Si. Moi? T'étais à la réception. Hein? Je me rappelle comme si c'était hier. T'es sûr? À part si t'as une vie, tu caches des trucs aux gens. Je rigole. Non, mais... Parce que t'as fait partie du Jamel Comedy Club. Oui, voilà, Jamel Comedy Club pendant 4 ans, ouais. Donc vous avez fait le Marrakech du Rire? On a fait le Marrakech du Rire et tout. Et c'est ça qui vous a lancé? Voilà, c'est ça qui nous a lancé. Comment vous arrivez d'ailleurs au Jamel Comedy Club? Comment on est arrivé au Jamel Comedy Club? On faisait pas mal de scènes avec Bambi. Et un soir, on joue à la Deb Jam, ça se passe bien. Vraiment, ça se passe très très bien. Et il y avait Jamel dans la salle. Et Jamel l'a kiffé, il a dit faut les appeler. Vous saviez pas qu'il était là? Non. Si, je savais qu'il était là, moi. C'est moi qui l'avais vu. Et je dis à Bambi, frérot, là, on n'a rien à perdre. Aujourd'hui, on va à fond. Et ça a marché. Et après, comment ça se passe? C'est lui qui vient vous voir à la fin du spectacle? Oui, après, on a fait le Jamel Comedy Club, Marrakech, tournée avec Alban, Foudil, Jason, Fadili, Farid Chamek. Est-ce que ça met plus de pression, là, après, justement, quand t'intègres cette troupe-là que tu... Ça met de la pression au début, mais après, t'es content. T'es content. Le beat, t'as déjà connu? T'es obligé de le connaître. Tout le monde, c'est... Même un mec comme Jamel ou Gad, il y a des périodes, ils ont bidé. Parce que pour avoir des bonnes vannes, t'es obligé de tester. Et des fois, tu vas tester, ça va pas être marrant. Des fois, c'est un métier compliqué. Ta meilleure anecdote sur scène? Ma meilleure anecdote sur scène Positif ou négatif? Il y en a un négatif, mais c'est marrant. Vas-y. Nos débuts avec Bambi, on commence notre spectacle. C'était un théâtre qui s'appelait Les Feux de la Rampe. Ouais. Il y avait 3 personnes. Ah. Je te jure que c'est vrai ce que je te raconte. Il y avait une pote à moi dans le public. En plus. Il y avait un mec qui avait 60 d'années. Il avait Gilles de la Tourette. Oh. Et il y avait une meuf qui nous regardait tout le spectacle comme ça. Et à la fin du spectacle, on a compris qu'en fait, elle ne comprenait pas le français, à parler qu'espagnol. Et c'était incroyable. Et après ce spectacle-là, tu dis, ouais, viens, on arrête. C'était très compliqué. Mais ils avaient payé leur place pour être là. Oui, ils avaient payé. Ouais. On n'avait pas rentabilisé la soirée. 3 personnes. C'était le tout début. Ouais, c'était les débuts. C'est l'humilité. Ouais, C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Younes Depardieu, pour la suite de Souvenirs d'écolier. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Ça veut dire quoi, la créativité, Anne, selon vous?
Alors c'est un sujet qui fait l'objet d'emblée de débats, puisque créativité, on peut imaginer que c'est cette idée de penser en dehors des cadres communs, de prendre des initiatives, de ne pas se limiter soi-même, de ne pas chercher d'abord à être conforme à une attente institutionnelle, l'attente du professeur, l'attente d'un exercice, et d'être capable donc avant tout de suivre une logique interne pour chercher la vérité, pour chercher quelque chose qui nous plaît, pour chercher quelque chose qu'on a envie d'exprimer. Bon, ça, c'est une première approche. Après, il y a une approche qu'on peut avoir qui est plus critique, c'est que tout de suite, quand on aborde ce sujet de la créativité, souvent, il y a la question du « mais est-ce que ça s'oppose à la transmission ?» Mais est-ce que ça s'oppose à la rigueur ? Est-ce que ça va s'opposer à l'idée de faire un exercice avec des attentes précises, cadrées ? Ou est-ce que c'est une sorte de logique de feuille blanche, allez-y, exprimez-vous, c'est merveilleux. Et on se rend compte que c'est un sujet qui est très polémique et qui finalement ne fait pas du tout l'objet de consensus par les gens qui essaient de développer des initiatives pour développer la créativité. Et vous avez d'ailleurs le festival Sciences Infuses. Oui, tout à fait. C'est un rapport avec... Alors, c'est un festival qui existe et qui, tous les ans, en fait, je dirais, est programmé sur la commune. Mais c'est vrai qu'avec l'ensemble des dispositifs, notamment celui de la cité éducative, elle résonne davantage. Nous avions intégré à cette programmation les universités populaires, l'Institut de recherche pour le développement, qui est encore... Pour quelques mois, malheureusement, ils partiront, mais sur la commune de Bondy, qui est un institut de recherche important sur les changements climatiques, l'agriculture et les méthodes, justement, agricoles résilientes, notamment sur les pays du Sud, je pense en Afrique, notamment, ou en Amérique du Sud. C'est un institut important et qui était sur le sol bondinois, c'était historique, c'est d'avoir cet institut de recherche, et cela permettait aussi d'avoir un rayonnement sur l'ensemble de nos dispositifs, et ils participaient complètement à Sciences Infuses. Mais voilà, ça mettait en jeu tous les acteurs. Ce festival exactement, qui participe? Alors, à peu près tous les acteurs du territoire, y compris les acteurs médiathèques d'Est Ensemble, puisque nos médiathèques sont pilotées par notre territoire. Nous avions effectivement les partenaires avec qui nous travaillons. Nous travaillons beaucoup avec les petits débrouillards, avec différents clubs justement scientifiques et bien sûr les établissements scolaires pour monter, je dirais, une découverte ludique aussi de la science. Nous le faisons dans le cadre des universités populaires que nous avons également à Bondy, l'université populaire Averroès, qui s'adresse à un public adulte en règle générale, mais qui a justement, au-delà des cafés philo des goûters philo pour les enfants, également un module justement de découverte ludique des sciences. Et dans Sciences Infuses, tout cela est mis effectivement, je dirais, en exergue de façon, je dirais, beaucoup plus prononcée. En enseignement explicite, l'enseignant va très régulièrement, après avoir présenté des informations aux élèves, va très régulièrement vérifier leur compréhension. Donc ça passe par différentes façons de faire, mais il va notamment leur poser des questions. Et pour ça, il ne va pas uniquement interroger celui qui lève la main, parce que ça, c'est le bon réflexe pour nous rassurer qu'on aurait tous envie de faire, mais l'élève qui lève la main, généralement, a la bonne réponse. Donc il va en plus de ça utiliser un autre geste de gestion de classe qui vise à choisir parmi les élèves, et il y a une petite stratégie en enseignement explicite qui consiste à tirer au sort. En fait, ça a l'air aussi un peu barbare, mais en fait, quand on explique bien aux élèves qu'on va tirer au sort avec des petits bâtonnets sur lesquels trouvent leur prénom, en fait, ils adorent ça, ils trouvent ça très marrant. C'est comme un jeu. C'est beaucoup plus juste, en fait, parce qu'alors, en faisant ça, comme je pose beaucoup de questions sur ma séquence, eh bien, en fait, tout le monde a une chance de répondre et surtout de recevoir une rétroaction de ma part. Ça, c'est un autre geste fondamental qui est de donner un retour à l'élève sur la qualité, la justesse de sa réponse. Si possible, pas juste lui dire oui, ok, ou non, c'est pas bon, mais vraiment lui expliquer pourquoi sa réponse est bonne ou pas, ce qui va lui permettre de s'améliorer. La rétroaction, ce qu'on a d'ailleurs dans le monde du travail assez couramment, genre ça c'était bien, ça c'était moins bien, refais tel geste. L'étayage aussi, oui, dans les gestes fondamentaux. C'est au cœur de l'enseignement explicite, c'est le fait d'aider un élève à réaliser une tâche qu'il n'est pas encore capable de réaliser seul. Et ça passe par différentes manières de faire. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure brièvement, quand l'enseignant met un haut-parleur sur sa pensée pendant quelques minutes pour montrer à l'élève, par exemple, comment mettre en place une stratégie de lecture ou comment résoudre un calcul, eh bien ça, c'est une forme d'été qui va aider l'élève à réaliser les apprentissages plutôt que de se retrouver, comme on le voit parfois, et on y a parfois été formé, seul face à une tâche, à essayer de découvrir par lui-même comment la résoudre. On a peur aujourd'hui que les enfants s'épanouissent à l'école.
Alors, je ne crois pas que ça soit une peur, mais je crois qu'on a surtout peur qu'ils ne soient pas prêts pour la vie après l'école. Il y a une espèce de peur terrible du « il ne va pas réussir, il n'aura pas un bon métier, il n'aura pas des bonnes études ». Donc, il y a une peur. Enfin, la gestion de l'école est avant tout dictée par l'anxiété des parents. C'est intéressant. Donc, ça veut dire que cette anxiété des parents, elle arrive à influer, à infuser aussi dans l'école. Oui, et puis il y a une perte aussi de confiance dans la valeur émancipatrice du savoir. Le savoir en lui-même, il donne toutes les cartes pour faire tout. Vous prenez la tradition anglaise de l'éducation, vous pouvez faire, je ne sais pas, être docteur en théologie, ça ne vous empêchera pas d'être trader à la City. Et c'est normal pour des Anglais, ça leur paraît aucun problème. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez passionné et bon dans votre domaine et rigoureux. Après, cet état d'esprit-là, vous allez pouvoir le transférer n'importe où. Mais en France, on ne réagit pas du tout comme ça. En France, on est tout de suite... très longtemps, il y a eu le diktat des maths, parce que ça ferme aucune porte, ça permet d'avoir les meilleurs métiers, etc. Donc tout le monde allait vers les filières scientifiques, même s'ils n'aimaient pas ça. Et de toute manière, il y a cette idée qu'il faut être tout de suite adapté au métier. On ne croit pas au savoir en tant que tel. C'est-à-dire que la capacité à penser, à développer une pensée critique, aussi à développer une conscience historique aussi, ce qui est très important, et une rigueur de raisonnement, une appétence pour le savoir, on ne croit pas que cette disposition d'esprit, en fait, elle permet de faire face à tout dans la vie. Et ça, je crois qu'il est temps de renouer avec cet état d'esprit-là. L'école du futur, est-ce que c'est pour maintenant? Cette fameuse école Camille Claudel dont on parle depuis tant d'années maintenant, est-ce qu'elle va enfin ouvrir ses portes cette année? Elle va ouvrir en septembre. Je suis très confiant. Je dirais qu'on a pris un an de retard, ce qui peut arriver malheureusement avec une défaillance d'entreprise. Mais en tout cas, cette école va ouvrir à la rentrée et va permettre d'avoir des espaces de travail pensés différemment. Modulable ? Elle sera modulable en partie, ce qui permettra de définir des espaces plus ou moins importants, ce qui permettra effectivement d'agrandir ses capacités d'accueil. Combien de classes ? 29 classes, des espaces partagés entre les classes, ce qui veut dire qu'il y aura également la possibilité de développer des projets pédagogiques, des jardins partagés dans la cour. On est vraiment sur une école du 21e siècle et bien évidemment équipée avec les moyens modernes. On parlait des tennis tout à l'heure, toutes les classes d'élémentaire seront équipées. Il y aura des espaces réservés aux périscolaires, bien sûr, ce sera aussi un centre de loisirs pour les temps des mercredis. Nous aurons des espaces réservés aussi aux cours municipaux. Donc, cela va être une école qui va être effectivement parmi les plus accueillantes. Tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle pourra servir aussi bien aux petits comme aux grands. Cette volonté, effectivement, de faire participer la société civile. Exactement, puisque nous aurons effectivement une aile qui sera plus spécifiquement dédiée à des activités, aux cours municipaux. Nous aurons aussi, bien sûr, un espace qui a été immédiatement pensé pour accueillir une petite médiathèque, donc un coin lecture, un coin effectivement un peu détente, où on pourra effectivement aller plus dans la lecture de contes, dans justement pouvoir raconter des histoires. Donc vraiment une école qui est pensée pour des usages divers et surtout modernes. Cet enseignement explicite tel que vous le décrivez, donc il est plus efficace, il est engageant pour l'enseignant. Pourquoi il met du temps finalement à s'imposer? On l'a beaucoup caricaturé? Oui, il y a eu beaucoup de critiques. Ça a été parfois un peu mal compris, associé à tort, peut-être parce que c'est l'enseignant qui commence, entre guillemets, la leçon. Pourtant, les élèves sont actifs aussi cognitivement. En fait, on confond aussi souvent l'activité physique, qui serait de bouger sur sa chaise, et l'activité cognitive, c'est évidemment... ça qui compte. Ça qui compte. Donc, il y a eu quelques incompréhensions, ça a été assimilé à tort plutôt à de l'enseignement magistral, frontal, puis les habitudes aussi ont parfois du mal à changer, et puis c'est toute une littérature plutôt anglo-saxonne qui n'était pas forcément connue de certains chercheurs, donc il y a eu pas mal de débats sur le sujet. Marie, est-ce que c'est pas aussi que c'est super compliqué à mettre en œuvre? Moi j'ai regardé, je vais juste, hop, allez, je vous donne juste un exemple du bouquin. Je l'ai plus en tête, mais ça doit être la description de ce qui se passe en 3 minutes de cours. Enfin, la construction d'une séquence pour l'enseignant, c'est un boulot de fou. Disons qu'ici, on a voulu mettre quelques exemples qu'on a volontairement très détaillés pour qu'ils puissent être lus et qu'on puisse se plonger, que le lecteur puisse se plonger. Tiens, voilà à quoi ça ressemble dans une classe. Maintenant, j'aurais envie de décomplexifier la chose, et je pense que les choses s'apprennent aussi au fur et à mesure. Et ce qui est super intéressant, et moi je commence quasiment toutes mes formations en disant ça, c'est qu'en fait, comme ça vient du terrain,
les enseignants vont y trouver certaines choses qu'ils font peut-être déjà sans avoir conscience en fait que c'est de l'enseignement explicite et que c'est efficace. Par contre, il leur faut le complément de formation pour découvrir également d'autres gestes et remettre le tout ensemble pour pouvoir faire vraiment l'enseignement explicite, on va dire, dans les règles de l'art. Mais en réalité, comme ça vient du terrain, il y a beaucoup de choses qui vont leur parler. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a réalisé cette émission. À la réalisation, c'est Xavier Sanchez, le son et Louise Merlin, le maquillage Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Micro.